Bougez pas, je me fais un petit café. Voilà, c'est parti. Salutations amis joueurs, salutations amis joueuses. Bienvenue dans notre petit trick-track café. Le trick-track café, c'est là où on peut papoter. Et aujourd'hui, pour initier ce nouveau, c'est Monsieur Vesperini Leonidas, The Amazing Man. Salutations Léo. Salut Guillaume. Bienvenue à toi. Merci de m'inviter pour cette inauguration, pour cette pendaison de crémaillère. Exactement. Tiens, je vais trinquer avec toi au café. Allez, tac, direct. Léo, tu es là pour nous parler de votre nouveau projet. Alors, on est dans une timeline un petit peu particulière, puisqu'en l'occurrence, on a mis sur la table une partie du matériel, une partie seulement. Le jeu, vous le verrez dans notre autre studio, de Steam Watchers. Steam Watchers, voilà. Exactement. Steam Watchers, il est actuellement en financement participatif. Sur Kickstarter, donc absolument. Ça veut dire que ceux qui regardent cette émission courant du mois de mars ont encore quelques heures, quelques jours. Quelques jours, c'est jusqu'à vendredi 21h, donc il reste 4 jours et quelques heures. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on le met dans le côté Phoenix Line, celui-là? Non, c'est un Mythic ce n'est pas Games. un Phoenix Line, c'est le premier Mythic Games de l'année. C'est un jeu qui a vocation à aller en boutique aussi, hein, et c'est un jeu d'un type différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, puisque c'est un 4X. C'est un 4X. Exploration, exploitation, expansion et extermination. Exactement. Voilà, pour faire ça. dans le on va y revenir, et j'aimerais, si tu le veux bien, qu'on attaque par la partie qui, moi, m'a été la plus attirante, au point où, en discutant avec toi, je t'ai demandé assez rapidement, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un jeu de rôle? C'est-à-dire que l'univers me paraît propice à vivre des aventures en étant des héros comme dans un jeu de rôle, etc. Même si c'est pas complètement ça que propose le jeu en lui-même, mais cet univers, quel est-il? Qu'est-ce que ça raconte? Où est-on? Sur Terre, pas sur Terre? 2020, à toi la parole. Eh bien, tu as raison de dire que l'univers est fouillé parce que nous avons abordé ce jeu comme on aurait abordé un jeu de rôle, réellement. Déjà, l'origine du jeu, c'est un auteur qui s'appelle Marc Lagroix, qui nous a présenté un prototype déjà très abouti sur lequel il avait travaillé pendant presque 2 ans, à Cannes. Et on reçoit beaucoup de gens, et on a craqué sur son jeu dès le départ. Par rapport à l'univers qui était vraiment très évocateur, original, et ensuite par rapport au système de jeu qui, pour un 4X, a vraiment de réelles originalités, et donc c'est un renouveau, c'est un changement par rapport à ceux qui jouent déjà à ce type de jeu. D'accord. Et nous l'avons développé, et nous sommes allés encore plus loin, toujours avec lui, et ça donne quelque chose de très riche. Il avait en fait, avant même de créer son jeu, il avait écrit des romans. L'univers. Oui, dans l'univers. Ce qui fait que il avait un projet de bande dessinée. Donc, on voit que l'univers a beaucoup marqué la création de ce jeu. Et ce jeu, finalement, ça se ressent. C'est pas pareil quand il y a vraiment un background très fouillé. Là, il y a 6 factions dans le jeu qu'on propose sur Kickstarter. Il n'y en aura que 5 dans la version boutique. Mais chacune de ces factions a vraiment une histoire, des secrets, toutes sortes de choses. Et l'univers lui-même, il est très très riche. Alors, cet univers, je vais te le décrire. Ah bah oui. Donc, je sais qu'il y a de la glace. A priori, ça a l'air assez frigorifiant. C'est marqué là partout. Voilà. Mais pourquoi de la glace? Nouvelle ère glaciaire? On parle souvent de réchauffement climatique. Ouais, en fait, et non. Le réchauffement climatique, le réchauffement climatique a eu lieu. Ça se passe sur Terre, mais on se passe dans le futur de la Terre. 500 ans dans le futur. Ce qui veut dire, qu'il y a bien sûr une technologie qui est plus avancée, mais les catastrophes qui se sont produites font que on n'accède plus à cette technologie comme avant, puisque il y a eu une grosse catastrophe. La première catastrophe, c'est celle de ce réchauffement climatique. Il a entraîné la fonte des pôles et une montée des eaux. Donc ça a été la première grosse catastrophe. Inondation. Les frontières ne sont plus les mêmes que celles qu'il y avait avant cette catastrophe. Et derrière, et ça beaucoup de climatologues le disent, ça a entraîné une ère glaciaire. Et une terrible ère glaciaire. Donc après cette fonte des pôles, cette montée du niveau de l'eau, derrière arrive une grosse ère glaciaire, et aujourd'hui, donc 500 ans plus tard, la Terre est recouverte de plusieurs mètres de glace. La grande majorité de la population humaine a disparu, et les survivants se sont concentrés dans des villes. Il n'y a que dans certaines villes qu'on a pu survivre, alors grâce à la technologie qu'ils avaient. Et ces villes sont
contrôlés par une sorte de faction qui n'est pas jouable dans le jeu, qu'on appelle les caréneurs. D'accord. Et les caréneurs, ils ont un accès aux mers de glace, puisque les océans sont gelés, évidemment. Ils ont un accès, ils ont construit des navires à patins qui se déplacent très très vite sur la glace, parce que le déplacement est devenu très difficile dans ce monde où il y a un blizzard permanent, il y a plusieurs mètres de glace, il y a ce qu'on appelle du permafrost. C'est ce que j'allais dire, voilà. Permafrost, congère and co. Exactement. Okay. Et donc, eux, ils arrivent à contrôler les mers, et c'est une sorte de... Alors, on pourrait utiliser le terme mafia, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, on veut aller dans les glaces, on doit passer par les caréneurs. J'insiste sur ces caréneurs parce que ils ont une importance dans le jeu et on va voir pourquoi. D'accord, ok. Le gros changement, ils ne sont pas joués. Ils ne sont pas joués. Ils ne sont pas joués. Si on veut aller sur les glaces, on doit passer par eux. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Ok, d'accord. Et alors, la population a d'abord survécu dans ces villes. Donc, je dis un très très faible pourcentage, et il était absolument impossible de survivre à l'extérieur. Jusqu'à à peu près 50 ans environ. En arrière, donc. 50 ans avant la période dans laquelle on joue, il y a eu une sorte de miracle. D'un seul coup, à différents endroits de la planète, alors on joue, d'ailleurs la planète, on ne sait pas trop ce qui se passe sur le reste de la planète. Là, on joue sur le continent européen qu'on appelle Europa, et qui ressemble bien sûr, on reconnaît certaines frontières, mais il a changé. On verra sur la carte que les frontières ont changé. Le plateau de jeu, Florian l'a montré. Voilà. Pour l'instant, c'est un plateau qui est dans dans cette Europe, dans cette nouvelle Europe. Est-ce que ça veut dire que le reste des continents n'est pas accessible ou le sera peut-être un jour? Alors, ou quoi? tout est théoriquement accessible puisque maintenant, il y a des glaces. Mais s'il y a des étendues gigantesques de glace, c'est très difficile de parcourir. Il faut avoir des réserves. C'est pas facile. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Donc, les gens du continent d'Europa ne savent pas ce qui s'est passé ailleurs. Ils savent pas ce qui se passe dans le continent américain, par exemple, ou ailleurs. Un jeu de rôle, t'as envie d'explorer. Bon, bref, on en revient. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans? D'un seul coup, à différents endroits, il y a eu, on a vu apparaître des colonnes de vapeur. On commence à comprendre le nom du jeu, en fait. Des colonnes de vapeur qui sont dues à un réchauffement souterrain intense, très localisé, à différents endroits. Et ce réchauffement fait éclater le permafrost, fait fondre tout ça et permet la vie. Dans le trailer, on voit même que ça craque, explose. C'est du violent quand même. C'est violent. Et ces zones sont ensuite cultivables, la chaleur est revenue, et donc on peut survivre. Et grâce à cela, depuis 50 ans, il y a différents clans nomades qui ont réussi à survivre en dehors des villes. Et dans le jeu, on va jouer un chef de clan nomade. Un chef d'un des 6 clans nomades. Chacun va choisir. Ils ont tous leurs particularités. Le jeu est d'ailleurs asymétrique. On le voit, chacun a son équipement, les figurines, chacun a sa grosse unité d'élite, plus ou moins visiblement mobile, plus ou moins méchant. Enfin bon, voilà, à distance, il y a des gros canons, il y a Exactement. Donc on a chacun notre façon de jouer asymétrique. Donc. Tout à fait, et ça se ressent dans les règles du jeu également. Donc ces chefs de clan, en tant que chefs de clan, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent amener leur peuple vers ces zones de survie, en fait, ou ces oasis de chaleur. Oui, bien sûr. C'est des oasis de chaleur. Et d'ailleurs, quand ils y sont, ils peuvent construire ce qu'on appelle des fermes géothermiques qui, même lorsque les colonnes de vapeur, lorsque la chaleur commence à se dissiper, maintiennent la chaleur sur cette zone et permettent de continuer à cultiver. Il y a quand même un hic, parce que dans ce monde déjà terrible, on pourrait dire c'est bon, ça va, il y a déjà eu plein de choses. Une lueur d'espoir. Eh bien non. Non. En fait non. Ça reste noir et sombre et c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'ils restaient trop longtemps dans ces zones avec les colonnes de vapeur et ces oasis de chaleur, ils contractaient une maladie mystérieuse, apparemment incurable, qu'on a appelé le fléau. Mortel. Qui conduit à la folie déjà, c'est-à-dire que les gens ne réfléchissent plus de la même façon. Et tout ça est expliqué dans les secrets du jeu, mais voilà, on va pas forcément tout révéler maintenant. Et ça peut aussi conduire à la mort.
Et donc, ils ne peuvent pas se permettre de rester trop longtemps sur place. Ils doivent bouger et aller vers d'autres endroits. Ok. Voilà. Donc, et voilà. Et le jeu, ça va être ça. Ça va être de repérer les colonnes de vapeur, d'amener son peuple et d'être meilleur, plus rapide. Et éventuellement, en faisant attention aux fléaux. Et surtout aux autres clans qui veulent aussi. Donc, il y a des guerres à cause de tout ça. Okay. Voilà. Dans ce qu'on a vu tout à l'heure à l'écran grâce à la magie de Florian, la carte est fixée. La partie exploration dans ce 4X-là vient de... On ne découvre pas des morceaux de cartes, me semble-t-il. Non. De quoi vient la partie exploration ? La partie exploration, on va dire que c'est ces apparitions, ça va être ces apparitions de colonnes. D'accord. Qui sont... c'est pas des points fixes. Non, ce ne sont pas des points fixes. Ok. Ça va être aléatoire ou alors... Quand on incarne le rôle d'un Steam Watchers, on va avoir une influence, on va essayer sur l'apparition, on va pouvoir influencer l'apparition de ces colonnes et les faire apparaître évidemment le plus proche possible de son clan. Oui, bien sûr. Là où on est. Ok. Les caréneurs dont tu nous as parlé, tu dis qu'ils influencent aussi le jeu. Si tu veux passer par les maires, tu passes par eux. C'est à côté de ça pas des super policiers qui viennent rétablir la justice entre les clans. Non, parce que les caréneurs ne s'aventurent pas sur les terres. Ils restent dans leur havre, puisque ça s'appelle comme ça. Les havres, ce sont les villes portuaires. Ouais. Et plus on s'y trouve, plus on a des accès facilités à la mer, et on le verra dans le jeu. Mais ils ne s'aventurent pas sur les terres. Sur les terres, ce sont vraiment les nomades, les 6 clans nomades qu'on a. Et il n'y a pas de règles, c'est la loi de la jungle. C'est un univers impitoyable. Ok, voilà. Comme Dallas. Nous sommes actuellement à un peu plus de 150 000... En plus que ça, on est à, je sais plus, je crois qu'on est à, il me semble qu'on est à 170 ou 180, d'accord, ok. Donc c'est moi, oui, c'est on moi se qui rapproche pas regardé. du 200 000. On se rapproche du 200 000. Tu disais juste avant que l'on démarre cette émission que c'était un petit KS, non pas pour le jeu, parce qu'on le voit, et encore on n'a pas parlé de toutes ces petites figurines qui sont pour l'instant en grise, mais on va en reparler, ne vous inquiétez pas. Donc pas petit par la taille, mais dans le sens où c'est un jeu complet, fini, luxe, livré comme en l'état. C'est un jeu de type 4X, donc ça peut faire penser à des jeux comme Twilight Imperium, des jeux comme Scythe. Alors Scythe plus pour l'univers et peut-être les roues que Monopoly. pour le... Non, pas le Monopoly, d'accord, ok, pas le Monopoly. Ça peut faire penser à des jeux comme Game of Thrones, mais le jeu de plateau. Le jeu de plateau, avec le côté diplomatie, ordre caché. Voilà, les ordres cachés, exactement, c'est tout ça. C'est dans cette veine de jeu-là. Donc c'est un jeu... Vraiment un jeu de société, un jeu de plateau. C'est pas un jeu avec 50 milliards d'extensions. On propose dans le Kickstarter 3 petites extensions qui vont de 15 à 35 dollars, pardon. Donc un peu moins en euros. Et c'est tout. C'est tout. Le reste, c'est... Voilà, c'est contenu. À la différence des autres jeux de ce type qu'on vend dans le commerce, il y a plus de matériel, il y a plus de figurines. De base, il y a 96 figurines, donc il y en a 16 par clan. Plus les figurines qu'on offre pendant le Kickstarter, en essayant de le faire progressivement, de raconter des choses. Donc là, on a déjà révélé 3 cadeaux à ce stade de la campagne. Il y a un clan, tu nous as dit qu'il y en avait 5 dans la boîte de base. Ça, c'était dès le départ. Ah, c'est vrai, le sixième était déjà dès le départ. Il est Kickstarter exclusif. Donc, il ne sera pas dans la version boutique. Ensuite, il y a eu 3 cadeaux. Le premier cadeau, c'est que plutôt que d'avoir des plateaux de joueurs en carton épais mais simple, on va les doubler avec des creux pour pouvoir on mettra les petits voilà, exactement. Donc ça, c'est une amélioration que beaucoup de joueurs aiment beaucoup. C'est un double plateau. C'est comme si on multiplie par 2 le nombre. Je vais pas le faire, mais enfin, il suffit de voir un petit coup comme ça peut bouger et tout. Tu fais bouger ta table, t'es pas content. Donc non, Florian, ne viens pas, parce que Florian, dès qu'on propose des expériences, il vient le faire en vrai et il te revorge ta table. Donc je préfère le dire. Non, on va garder les figurines, tout va bien. Mais c'est vrai que le fait de les avoir posées directement dans un double layer, au moins ça ne bougera pas. Le deuxième cadeau, c'est il y a donc 6 clans. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de l'univers et on pourra peut-être passer en revue les 6 clans rapidement, bien sûr, pour que je donne un petit peu de background si on a le temps. Le deuxième cadeau, c'est donc pour chacun de ces clans
il va y avoir une petite boîte de rangement pour que je l'ai vu. Oui. D'accord. Oui, voilà, oui, pour exact. que la mise en place soit plus rapide. Et je sais que souvent on nous a fait le reproche que nos jeux sont que vous voyez à super. l'écran d'ailleurs. Hein. Voilà, nos jeux sont super, il y a beaucoup de matériel, mais on pense pas toujours au rangement. En tout cas, dans les premiers jeux qu'on a fait, c'est-à-dire Mythic Battles, ensuite Jeanne d'Arc, et le dernier c'est Rage Buster. Même dans Rage Buster, on n'a peut-être pas assez prévu d'espace de rangement pour faciliter. Pour tout intégrer. Alors, il y en a quand même, oui, mais oui. pas optimisé. Sur la 1.5 de Jeanne d'Arc, on a vraiment pensé à ça. On est passé par Game Trace. Sur Super Fantasy Brawl aussi, on a fait ça. Et là, on s'est dit, bah tiens, ce serait un cadeau sympa pour un Kickstarter d'avoir des boîtes de rangement pour chacun des clans. Voilà, tu sors la boîte, tu as tout ce qu'il faut, tu mets en place, c'est parti. Tu peux mettre tes cartes. Alors, il y a toujours une question qui revient, est-ce qu'on peut mettre des cartes slivées? Oui, on peut mettre les cartes slivées dans les boîtes de rangement. Alors, juste, Léo, je vais préciser, puisque tu le dis, oui, on peut mettre les cartes slivées. Sachez que les sleeves, c'est au moment où on est un joueur déjà joueur. Hein, on est d'accord que bien, ça veut dire qu'il compte beaucoup sortir le jeu et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas faire des jeux qui restent dans les étagères. On veut des jeux que les gens sortent. Que les gens sortent. Et une fois encore, hein, certaines personnes aiment beaucoup avoir des cartes patinées, c'est-à-dire non slivées parce que ça veut dire qu'ils y ont joué. Là où d'autres personnes aiment bien les avoir mint et donc les avoir slivées pour question de goût. Donc ça, c'était le deuxième. C'est bien, je vois que tu suis. Le troisième, c'est que dans le jeu, j'ai parlé des fermes géothermiques, qui sont une des ressources géothermiques qu'on cherche à avoir. Parce que le but du jeu, c'est le premier qui obtient 10 ressources géothermiques. Le premier qui obtient 10 ressources géothermiques a gagné. Gagner la partie. Les ressources géothermiques, c'est soit les colonnes de vapeur à 1, 2 ou 3 étages. Chaque étage rapporte 1 point quand on le contrôle la zone. C'est soit ça, soit les fermes géothermiques. Les fermes géothermiques, une fois qu'elles y sont, ça reste, la zone rapportera toujours 1 point. Oui, par contre, alors, tu peux aller la piquer. Comment? Tu peux aller la piquer. On peut aller la piquer, exactement. Et alors, dans le jeu tel qu'on le proposait jusqu'à présent, les fermes étaient représentées par des petits jetons. Eh bien, on vient de remplacer cela par des vraies fermes en 3D, voilà. Alors, qui n'ont pas de couleur. Pourquoi? Parce que elles peuvent se faire voler par n'importe quel. C'est pas un clan. C'est ça. Il y aura quand même un type ou un certain nombre de fermes qui auront une couleur, c'est les fermes de ce clan-là. Alors, je n'ai pas présenté, mais ceux-là, c'est les Menrao. Les Menrao, ouais. Et les Menrao, ce sont des... voilà. C'est un clan qui est lié à la nature. Donc, qui est vraiment lié au... Qui a un lien avec les animaux, ils sont dirigés par une sorte des druides, ils ont des chamans, ils ont vraiment un lien avec la nature. Et ils arrivent à produire des fermes. Leurs fermes géothermiques peuvent utiliser des sortes de ressources plus ou moins contaminées parce que vous allez comprendre qu'il y a une histoire de contamination liée à ce fléau dont j'ai parlé. Et eux, ça ne les affecte pas. Mais un autre clan va être affecté. Et donc, il fallait une couleur pour dire attention, ça, c'est une ferme contaminée des Menrao. Donc, si on la vole, on peut la voler, mais on sera affecté. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule couleur en plus des couleurs neutres. Donc, ça, ce sont les 3 que nous avons révélés. Et ce soir, nous allons révéler peut-être le plus gros cadeau qu'on ait fait sur Kickstarter depuis le début de cette campagne. C'est un nouveau clan, carrément. Un 7e. Un 7e. C'est les Mentawa, les Orignal, comment ils s'appellent? Je connais leur nom, je ne vais pas encore le dire pour que les gens attendent de voir la news. Mais justement, ça révèle encore une fois quelque chose du background. On va comprendre, ils n'arrivent pas là par hasard. Et il y a une histoire derrière. Et évidemment, ils ont un gameplay à eux, comme chacun des 6 autres clans. Alors... Clan uniquement humain, parce qu'on a vu qu'il y avait la maladie, le fléau, etc. Est-ce que du coup, il y a des mutations? Est-ce qu'il y a des... On a vu qu'il y avait des... Je me suis dit, tiens, mais en fait, regarde, ceux-là, les chars, ils ont des espèces de grosses épines défense, on dirait presque des orques. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a... Ah ben non, effectivement, non, ça a l'air plutôt d'être des nordiques. Donc, quels sont ces 6 clans? Est-ce qu'il y a que des humains? Alors, il n'y a que des humains dans ces clans. D'accord.
Alors, des mutations, il peut y en avoir, mais très souvent, elles conduisent à la mort. C'est ce que j'ai expliqué. On n'est pas dans des mutations, je me prends des trucs, je deviens un super-héros. Malheureusement, c'est un peu plus réaliste. Souvent, les mutations sont pas forcément positives. Voilà. Cela dit, il y a un petit côté mystique quand même dans le jeu, puisque on joue les chefs de clan en début de partie, en fait, au début de chaque tour. Chaque tour correspond à une année dans le jeu. Et au début de chaque tour, les chefs de clan se réunissent lors du conclave. Ils se mettent d'accord sur l'année à venir, sur les rôles qu'ils vont chacun avoir. Et selon les rôles qu'on prend, lorsqu'on est par exemple l'archonte, on a une certaine vision de certaines choses qui vont se passer et on peut anticiper des événements. D'accord. Donc il y a un côté un peu mystique comme ça. Quand on prend le rôle de Steam Watchers, eh bien, on va pouvoir savoir orienter l'apparition pour que ce soit les favorable. colonnes soient chez toi. Après, il peut y avoir un rôle où justement, on va aller négocier avec les caréneurs. Oui. Et enfin, il y a un rôle où on va anticiper l'année prochaine et être sûr d'avoir le rôle qu'on veut pour l'année d'après. D'accord. Voilà, c'est un petit peu ça. Et après, je dis, il y aura ce nouveau cadeau ce soir, mais ce ne sera pas tout. Il y en aura encore. Vous en avez encore sous le coude. 2 ou 3. Voilà. Alors effectivement, ça a l'air d'être tous des humains. Il y en a qui ont quand même les visages plus ou moins cachés. Il y en a qui ont des armures ou des flingues plus ou moins gros. Quelle est leur particularité alors on a commencé par les Menrao. Alors les Menrao, on a commencé. Donc les Menrao, ils ont ce lien avec la nature. Ils ont un lien avec les animaux. Donc dans le petit trailer, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais dans le trailer, on les voit. Ce sont ceux qui repèrent cette colonne de fumée. Oui. De vapeur et qui vont avec tout leur attirail, donc leurs engins, leurs robots, donc leur espèce de marcheurs là, qui peuvent déposer des mines et qui sont une sorte de soutien. Ils ont leur ours, ils ont tout ça. Et ils ont leur ferme géothermique particulière. Le deuxième qu'on voit sur le trailer, ce sont les violets là. C'est le conglomérat du Rhône. Alors eux, ce sont donc des descendants de Français, on va dire, et ils ont une sorte soi-disant de démocratie, mais en réalité, ils sont tous sans foi ni loi, et donc ils se font même des crasses entre eux, ce qui fait que c'est pour ça qu'ils sont peut-être pas plus puissants que ce qu'ils pourraient l'être. Et ils sont très bons en technologie, ils arrivent à pirater. Donc quand on utilise de la technologie, ils vont pouvoir vous repérer, aller vous choper, vous canarder, etc. Donc c'est conglomérat du Rhône. Le conglomérat du Rhône. Donc on les voit dans le trailer également. Ensuite, on a les jaunes que tu vois là, qui sont les sortes de fanatiques religieux. Parce que la nouvelle religion est arrivée il y a 50 ans avec l'apparition de ces colonnes de vapeur et de cette chaleur souterraine intense. En fait, quand ce miracle s'est produit, les gens ont commencé à croire à nouveau à quelque chose, à avoir de l'espoir. Et pour eux, ce soleil blanc qui ne chauffe pratiquement pas qu'ils voient, avait quasiment disparu, mais la chaleur pouvait revenir de sous terre. Et donc, il y a un culte du sous-soleil qui est apparu à ce moment-là, et eux, ceux-là, ont créé un schisme par rapport à ce mouvement. Eux, ils sont encore plus intégristes, ce sont des sortes de moines guerriers, et ce qu'ils veulent faire, c'est recréer une sorte de soleil sous la terre. Ah oui, d'accord. Alors ça peut être très très dangereux parce que c'est avec peut-être on va dire une sorte d'énergie nucléaire qui sert maîtriser. Ça peut être très très dangereux. Ils ont d'autres secrets. Alors eux, ils arrivent à convertir des gens. Ils font beaucoup de prosélytisme et dans le jeu, on le retrouve aussi. Voilà. Donc ça, c'est eux, ils s'appellent les apôtres de la haute lumière. Voilà. C'est pas la base, tu m'as dit de la lumière souterraine. Tu veux faire lesquels ensuite ? Ensuite, on pourrait parler des vers. Là. Voilà. Donc alors, les orques-like. Voilà. En fait, ils s'appelaient jusqu'à présent Rheinfreie Stamm, mais nous avons plusieurs Allemands ou on va dire germanophones qui nous ont dit non, ça veut rien dire. Alors on va changer le nom certainement. Ça veut dire libérer le Rhin. Non, c'était la tribu du Rhin libre. Le Rhin libre. Nous allons probablement l'appeler Rheinstamm.
Ah bah voilà. Alors du coup, ça fait penser à Bah oui, Rammstein. on est d'accord, c'est ce que j'étais en train de me dire. Là 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 là. C'est ça. Et en fait, quand les eaux ont monté, tous les clans... Celle-là, elle revient à chaque fois. Ouais. Tous les clans nordiques, scandinaves, germains D'accord. se sont Unifiés. Et c'est ce qui donne le Rammstein. Donc, le Rheinstein. À mon avis, On n'y arrivera pas. demandez les droits au groupe Oui, et ça c'est ira vrai. beaucoup plus vite. Et donc, eux, ce sont des... Alors, ce sont des solides gaillards. J'allais pas dire des gros bourrins parce que c'est un petit peu réducteur, Ouais. mais en fait, c'est le clan le plus offensif du jeu. D'accord. Ils ont des chars. Ouais. Ils s'encombrent pas de devoir réparer. Ouais, je prends. Voilà, je prends. Et puis quand c'est j'utilise, cassé, je jette. je jette et Ok. j'en prends un autre. Et donc, ils ont des gros chars et en attaque, c'est les plus puissants. Et c'est également des gens qui arrivent à. Ils ont un grand nombre de troupes. Ils arrivent à recruter assez facilement. Ah, d'accord. Voilà. C'est le Ok. Rheinstamm. Ensuite, on a les blancs qui Ouais. sont la flotte libre. C'est la flotte libre, ce sont les pirates. Donc, je sais pas, c'est un petit peu les pirates du film Waterworld, tu vois. Ah oui, ok. C'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que eux, alors on dit que les mers sont réservées aux Au caréneurs, caréneur. et eux apparemment s'en foutent. ils y sont. Alors, il y a une histoire, peut-être que. Il y a un petit accord, ou alors peut-être... Il y a une raison en tout cas qui fait que ces pirates existent. Et En fait, ouais. ils vivent au façon départ pérenne. dans une forteresse d'acier qui a été constituée par des navires récupérés sur les glaces, emprisonnés. Donc, ils ont constitué une île de fer. Et ils sont contraints d'aller sur Terre quand il y a des problèmes sur cette île, soit qu'il y a des choses qui ne marchent plus, ils sont obligés d'aller se On va ravitailler. chercher, ouais. Donc ils vont piller un petit peu sur la Terre, un petit peu partout. D'accord. Voilà, et eux, c'est donc le clan le plus mobile du jeu, D'accord. puisqu'ils ont accès très facilement aux mers, et ils peuvent donc aller presque n'importe où très rapidement. Très Voilà. rapidement. C'est, Les figurines, là, l'unité d'élite que j'ai en main, la taille ouais. du conducteur, tu vois, alors c'est déjà pas grand, hein, c'est quoi, du 16 C'est ça, c'est la même échelle que Jeanne d'Arc. On Jeanne a fait, d'Arc, c'est ouais. du 15 mm. 15 et quelques. Et alors, 15 mm pour les humains. Après, Oui, c'est ça. comme c'est représentatif, ce sont des pions vraiment Ouais. sur une carte. Hein. On pouvait pas faire les élites à la taille À la réelle, taille sinon ça tenait proportionnelle, pas. Voilà. ça tenait pas. Les Sians. Alors, les derniers, c'est la faction Kickstarter exclusif. Et ce D'accord. sont les Katabats. Putain, j'aime beaucoup leur espèce de robot. Alors, les Katabats, Jetpack. c'est une faction qui a d'abord vécu sous terre pendant très longtemps, Ouais. pendant toute cette période de catastrophes et de catastrophes climatiques. Ils ont vécu sous terre. Ouais. Et à un moment, leurs abris protégés ont commencé à souffrir et ils ont été contraints de sortir. Ils sont sortis récemment. C'est de loin la faction la plus civilisée, la plus avancée technologiquement, D'accord. avec peut-être le conglomérat du Rhône. Mais eux, ils sont plus civilisés. C'est-à-dire que vraiment... alors, ils se sont organisés en castes qui reprennent des noms de dieux grecs. D'accord. En fonction du rôle qu'ils ont. Donc évidemment, ceux qui réparent le métal, les objets, etc., ce sont les Héphaïstos. Ceux qui s'occupent des morts, c'est les Hadès. Ceux qui s'occupent des récoltes, c'est les Déméter, etc. Et ils obéissent à une entité supérieurement intelligente qu'ils appellent Zeus. Ok, logique. Un personnage mystérieux. Alors là, pareil, on va révéler certains secrets et on va se rendre compte qu'en fait, alors tant pis, je spoil un peu, mais c'est pour que vous voyez le genre de secret qu'il peut y avoir. Zeus, en fait, c'est une IA. Ah, d'accord. Ils le savent? Pas forcément. Ils le savent pas forcément. Et donc, voilà, ils sont organisés de cette façon-là. Et parmi la technologie et les capacités qu'ils ont, ils sont capables de fabriquer des planeurs qui leur permettent d'ignorer les montagnes. Et les montagnes, c'est un vrai obstacle dans le jeu. Et on verra, ça limite les mouvements. Eux, ils sont beaucoup moins affectés par cela. Okay. Et ils ont cette technologie et voilà, cette façon de vivre. Donc voilà les 6 factions. Les 6 factions qui sont jouables. Mais alors, tu as parlé à chaque fois des différentes unités, de leur gameplay quelque part, même si c'est en mots pour l'instant plus qu'en action de jeu. Je vois qu'a été installé sur notre petite table à café pour chacune
des petits éléments Voilà, supplémentaires. exactement. Alors, ces petits éléments que nous voyons, alors qui ne seront pas gris, qui seront de la même couleur, là on les a imprimés en 3D. Oui. Voilà, ils n'ont pas été peints. Alors, le jeu, les figurines auront les couleurs que nous voyons là, mais ces nouvelles figurines seront de la même couleur que le clan auquel elles appartiennent. Ces nouvelles figurines, ce sont soit les chefs de clan, soit les véhicules que les chefs de clan utilisent. D'accord. Donc, il y a une extension qui permet de jouer les chefs de clan dans une version plus élaborée que ce qu'il y a dans la version de base, dans le jeu de base. Ah oui, d'accord. Et alors, ces chefs de clan vont pouvoir jouer lors du conclave, c'est-à-dire le conclave, c'est cette réunion dont j'ai parlé. Plus ils restent sur le conclave, plus ils acquièrent de nouvelles capacités, plus ils deviennent forts. Mais ils vont devoir jongler entre ça et le fait de venir sur la carte. Ils apportent une grande puissance de combat. Donc le jeu, ça va être de jouer un nouveau petit visage du jeu. Et alors on a différentes figurines. Certaines sont des machines, hein, donc pour les Menrao. Alors c'est un nouveau type de char, c'est un nouveau pirates, type de bateau à patins, etc. Overcraft. Voilà, un Overcraft pour les catabates. Et pour les apôtres de la haute lumière, là c'est... Dieu soleil du bas. Voilà, là c'est carrément, exactement, un personnage engoncé dans une armure surpuissante et avec tous les attributs religieux qu'on peut imaginer. On dirait presque on n'a pas le droit de le citer, mais tu sais, un 40 000 là, tu sais. Oui. C'est vrai que ça y fait penser quand même. Voilà. J'ai 10 millions de crédits d'amende, me dit Florian. Ça fait partie d'une petite extension. Ça, c'est une des petites extensions, oui. Ça, c'est l'extension moyenne. Il y a une petite extension qui est une extension vraiment axée diplomatie, avec des cartes de diplomatie qui rajoutent cet aspect. Parce qu'il y a de la diplomatie dans le jeu, mais elle n'est pas manifestée dans le jeu de base par... tiens, je te donne une carte qui va te donner ça qui va te permettre ça. Là, la diplomatie qu'il y a dans le jeu de base, c'est simplement, écoute, je te propose qu'on s'allie pour ce tour contre lui, parce que voilà, c'est ça. On fait bataille ensemble et c'est tout. Okay. Avec l'extension, cette fois-ci, il y a des cartes et on va pouvoir s'échanger des cartes et on rajoute vraiment un aspect diplomatique important. Il y a une extension moyenne qui est l'extension qui permet d'avoir les chefs de clan avec des figurines et enfin, il y a une grosse extension qui permet d'ajouter les caravanes que l'on voit ici, qui ressemblent à des sortes de trains, mais on va dire avec des roues. Alors, ils sont démontables. Elles sont accrochées pour l'instant, mais... Ah oui, d'accord. Tu peux les retirer. Voilà. Et là, comme les chariots de Jeanne of Arc. Exactement. Et là, il y en aura un par clan. Faction. Un par clan, y compris les nouveaux clans qu'on a rajoutés, évidemment. Ok. C'est-à-dire que quand on rajoute les catabates, eh bien, ils auront aussi leur caravane. Leur caravane. Et si on rajoute, j'ai failli le dire, la nouvelle faction, ils l'auront aussi. Voilà. Autre chose, on nous demande, est-ce que les tourelles resteront sous forme de jetons ? On a dit Steam Watchers, c'est un jeu fini, c'est-à-dire que voilà, le jeu tel que vous le proposez pendant cette campagne, c'est le jeu tel qu'il a été pensé, même si je reste persuadé que l'univers me plairait beaucoup à jouer en jeu de rôle, mais de luxe, c'est-à-dire que voilà, tout est en petites figurines détaillées, etc., etc. Les chefs... Voilà, plus que les jeux de ce type, il y aura plus de figurines et plus de matériel. Je peux donner un autre exemple. Dans beaucoup de jeux comme ça, quand il y a des événements, il n'y a pas d'illustration, il y a juste du texte ou alors une illustration qui est la même. Générique. Là, pour chaque événement, il y a une illustration unique. D'accord. Ça, c'est un genre d'exemple qui montre que vous l'avez travaillé. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup d'illustrations, on a beaucoup de figurines, on a vraiment un matériel très... Il n'y aura pas le jeu de rôle. Peut-être, qui sait. Les romans, la BD, enfin j'en sais rien. C'est vrai, mais bien sûr, on adore cet univers, on adore ce jeu, vraiment. Je pense que c'est Florian un jeu... veut bien faire le film, lui. Je pense que c'est un jeu que les gens seront fiers de recevoir, seront fiers de sortir et seront fiers d'y jouer. Du coup, le reste du matériel... je le décris comme un petit jeu. C'est vrai que le prix peut paraître un peu élevé. Combien, redis-le ? Alors, Parce que moi, je ne l'ai pas en tête. Le prix, c'est $89. Ouais. Et auquel il faut rajouter les frais de port estimés qui sont d'une vingtaine, je crois que c'est $24. Et si tu prends le all-in avec le plateau plus grand, néoprène, tout ça. Si tu prends le all-in gameplay sans le plateau néoprène, c'est $149. Okay. Et si tu prends le all-in
total compris. avec le tapis néoprène qui est plus grand, qui est 40% plus grand, hein, Ouais, c'est pas ça. rien pour pouvoir c'est y pas mettre rien. des figurines. Il y a des gens qui apprécient ça mais parce oui, que oui, ça permet d'avoir plus de confort, plus tout de à fait. confort de jeu dans les Ouais. zones. Hein. Ouais. Là, c'est $169. D'accord. Voilà. Donc $169, tu as toutes Il y les a la extensions, totale. Il y a tous la les totale. clans, KS, Toutes les etc. choses qu'on a rajoutées. Là, tu me parlais des tourelles. Et ben voilà. Alors là, on spoil un peu, mais c'est pas grave. Ah pardon, je voulais pas. Non, mais tu peux. Parce tu que peux, comme tu elle peux. était sur ma table, je me suis dit zut. Tu peux. La tourelle, c'est celle-là. Voilà. Elle va exister donc. Et En oui. pion, Et oui, pas parce en que jeton. dans la version de base, ce seront des jetons et ça suffit. Mais alors, pareil, elles seront neutres parce qu'elles peuvent se Oui, faire voler. Bah oui. Voilà. Et ensuite, il y a les balises. Alors là, les balises, elles sont de la couleur de chacun des clans parce que si quelqu'un arrive, la balise, ça permet de contrôler une zone Oui. sur laquelle on n'a plus d'unité. Oui, Mais si un adversaire arrive dans cette zone, la balise est détruite et il s'empare de la zone. de la zone. Voilà. D'accord. Donc C'est juste pour garder Voilà. la possession. Exactement. Donc ça, c'est Steam Watchers. On a parlé de l'univers, on a parlé de ce qui arrive, même un petit peu en termes de figurines de KS exclus. Alors, sur le background, dans notre Oui. campagne, on fait des updates purement background. On a fait une histoire à suivre. Et petit à petit, ils apprennent de plus en plus de choses sur les secrets de l'univers jusqu'à la conclusion qui arrivera vers la fin du KS, qui se termine, je le rappelle, vendredi. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses, et c'est ce que tu disais aussi, le côté Deluxe n'est pas simplement que dans le matériel. Alors certes, bien sûr, ça veut dire qu'il y a, j'en perds mon oreillette, il y a à réfléchir quand on est joueur en disant bah, est-ce que je vais prendre le $89 parce que ça va me suffire et je veux pouvoir jouer au jeu. Est-ce que je vais faire la totale avec ma grande carte à 40% plus grande? Mais elle est Deluxe. En néoprène, oui, bien sûr. Cousu. Mais le Deluxe vient aussi de ce background que vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que l'auteur, redis-moi son nom, Marc Lagroix. est-ce que Marc, du coup, dans l'engagement qu'il a avec vous, a la liberté de continuer, s'il veut faire une BD, de la faire quand même, alors avec Mythique ou sans Mythique, si finalement, pendant la campagne, il n'y a pas le jeu de rôle, ben, ça ressortira après. Enfin, comment est-ce que ces droits-là, par rapport à son univers, se sont gérés? Alors, bien sûr, ça faisait partie des choses qui ont été discutées dès le départ. Ouais. Hein, et donc, oui, il y aura des possibilités là-dessus. Hein, et notamment sur sa bande dessinée, s'il veut le faire, on ne s'y opposera absolument pas. Ouais, c'est clair, parce que ça soutient bien énormément sûr, le jeu au final. Évidemment. Après, pour ce qui est du jeu de rôle, là par contre, il y a un côté ludique. Si on devait le faire, ce serait bien Mythic Games qui le ferait. D'accord. Voilà. Parce qu'on nous le demande, hein, je cite Doudouille, mais visiblement certains sont attirés, moi en l'occurrence pour y vivre des aventures, je trouve que l'univers est fouillé et donc propice à faire un petit peu du jeu de rôle, etc. J'ai travaillé sur un jeu de rôle, alors qui est pas pareil, mais dont l'univers, l'ambiance me fait un petit peu penser à ça, c'était Dark Earth. Oui. Tu vois, Dark Earth, il y avait des stalactites de lumière. Oui. Là, il y a des colonnes de vapeur et des zones, un environnement hostile, du mystère, et ça me fait vachement penser à ça. Et ça marche très très bien dans Dark Earth. Donc je suis persuadé que ça marcherait très bien dans Steam Watchers. Et donc du coup, certains nous le demandent en disant bah oui, on aimerait bien un livre, une nouvelle, un roman, alors déjà, des BD, un jeu de rôle. attendez la fin du KS, vous aurez peut-être une petite surprise quand même. Alors ça ira pas aussi loin que certains le voudraient, mais c'est quand même bien sympa. D'accord, ouais. Artwork et tout, parce que si vous avez plein d'illustrations, là, forcément. On a vraiment, forcément. Juste parce que là, on est en train de terminer, on arrive un petit peu au bout de cette émission. On sait que le KS s'arrête dans quelques jours par rapport à cette date d'enregistrement. Qu'en est-il de la livraison? Vous avez déjà prévu le jeu? On fait de plus en plus attention sur nos annonces, parce que même si ce sont des annonces estimatives, oui, bien sûr. Les gens apprécient pas du tout. Focalise là-dessus et ouais. Exactement. Donc, on a annoncé, alors que c'est vrai que le jeu est quasi fini. Hein, on va pas avoir à travailler sur beaucoup de choses maintenant. On va peaufiner, on va continuer à faire quelques tests, mais le jeu est terminé. Nous avons annoncé une livraison dans un an, c'est-à-dire en mars 2021. D'accord. Voilà. On a préféré être large, pour pas avoir de mauvaises surprises. Et voilà, donc c'est là-dessus qu'on s'engage, sous réserve qu'il n'y ait pas de retard lié à l'actualité. Bah oui, on sait que c'est produit en Chine et donc on sait qu'en ce moment c'est dépendant de tout ce qui se passe mais aussi. d'ici un an, je pense que
la situation, on l'espère, se sera arrangée et améliorée. Donc, on table sur une livraison en mars 2021. Du coup, mars 2021, on aura l'occasion, on va teaser un petit peu, juste pour clôturer, parce que je ne peux pas faire venir Léo sans lui poser la question. Et qu'est-ce qu'il en est pour le suivant, c'est-à-dire pour elle, ça s'en vient ou pas? Tu savais que j'allais te la poser la question, tout le monde va te la poser. Donc, et d'ailleurs, quand j'étais à Cannes, c'est dingue, hein, mais quand j'étais à Cannes, tout le monde, on avait une petite vitrine, mais tout le monde m'a parlé de Hell. Tout le monde est venu pour que je donne un petit peu le background. Tout le monde a vu les trucs. Je veux savoir. C'est un truc incroyable parce qu'on a commencé à teaser ce jeu il y a 1 an et on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant d'attentes, autant de demandes. Ça peut être dangereux, hein. C'est exactement. Alors celui-ci, il va venir. On se laisse le temps de peaufiner, de bien préparer, de faire une communication plus en amont que ce qu'on a pu faire sur Steam Watchers, qui a été peut-être un peu précipité. D'accord. Ce que je dois reconnaître, hein, on a été, mais en fait, on avait fait un planning pour nous. On comptait pas vraiment sur Enchanters faisait pas partie des Kickstarter, mais des Kickstarter Mythic Games. Ouais, exactement. Et là sur Hell, on fera pas ça. On va laisser le temps de faire une communication, de faire entrer les gens dedans parce que c'est un projet tellement ambitieux, tellement beau, tellement que vous voulez pas le rater. Non. On va faire vraiment quelque chose qui correspond à ce que les gens espèrent. Le jeu est fabuleux. Voilà, on veut vraiment laisser aux gens le temps de l'anticiper, de le préparer pour que quand il arrive, tout le monde soit au taquet. Exactement. Donc ça sera le prochain. Ok. Voilà, ça c'est pas pour immédiatement, mais c'est pas... C'est courant 2020 et pas si loin que ça. Pas si loin que ça. Ok, d'accord. On va dire un mi-d'année, milieu d'année, peut-être un peu avant. Ok. Je vais te poser aussi l'autre question. Où est-ce que, enfin si tu me le permets, bien sûr, j'espère que je ne fous pas les pieds dans le mauvais plan entre guillemets. Jamais. Où est-ce que ça en est avec Pascal? J'ai entendu des choses positives, donc du coup moi je m'attends à ce que tu me dises oui c'est positif. Alors je te pose la question. Alors tant que quelque chose n'est pas signé, tu dis pas. Je peux pas dire parce que voilà, c'est vrai que nous souhaitons vraiment sortir de cette ornière. Voilà, et que nos avocats ont travaillé. Et il y a eu des rapprochements, des discussions qui pourraient aboutir à un accord. On croise les doigts, on espère. Mais tant que c'est pas signé, on toujours peut pas y annoncer avoir non plus un désaccord. Un désaccord de dernière minute, c'est toujours possible. Okay. Mais on espère que c'est ça. Et si c'est ça, on fera une annonce. Et ça serait bien. Ça, ce serait bien. Ça serait très bien. Et enfin, la troisième, peut-être que tu t'y attends ou pas. Je sais que celui-là aussi vous aura demandé une charge de travail à laquelle vous ne vous attendiez pas. Charge de travail qui explique en partie, parce que c'est tout, ça a demandé à être travaillé dans le temps. Solomon Kane, c'est bon, c'est le bon bout, vous tenez la cadence. Solomon Kane, depuis tous ces derniers jours, on est vraiment dans les tests ultimes, parce que ce qu'on veut faire, c'est tellement ambitieux, tellement énorme. On a presque peur de l'envoyer à l'imprimeur tant qu'on n'a pas fait les dernières vérifications, parce que c'est tellement ambitieux, on se dit mince, on a dû oublier un truc, s'il y a un truc qui va pas, etc. Donc en ce moment, ce qu'on est en train de faire sur Solomon Kane, c'est on fait tester le jeu en aveugle à des gens pour voir si tout se passe bien, si tout est cohérent, s'il n'y a pas d'erreur, etc. La version française a très très bien avancé. D'ailleurs, on pourra partager avec les gens à ce sujet. Et c'est le jeu qu'on lance en production dès la fin de la production de Super Fantasy Brawl. D'accord. Super Fantasy Brawl a repris après le Nouvel An chinois. Comme tu le sais, le Nouvel An chinois a été décalé à cause du coronavirus. Et là, l'usine est en train de le produire, mais elle le tourne à mi-régime parce qu'ils n'ont que la moitié de leurs employés. Donc, ils devaient finir fin mars, ils vont finir vraisemblablement fin avril. Ça veut dire qu'à partir de mai, on lance la production de Solomon Kane, sachant qu'on n'a pas à faire les moules. Les moules sont déjà faits. On a déjà les figurines plastiques, etc. Tout est prêt. C'est juste là, on appuie sur la machine. C'est go. ça. Exactement. Donc, on a l'espoir toujours de livrer Solomon Kane pour cet été. D'accord. Voilà. Donc ça reste encore jouable. Ça fait du boulot pour l'équipe. Beaucoup de boulot. Fait du boulot pour l'équipe mythique. Beaucoup de boulot parce qu'on travaille sur plein de choses en même temps et toutes ont leur importance. Oui. Alors,
Ragebuster, là c'est une question de jour, hein, et certains d'ailleurs peut-être l'ont déjà Ah, reçu. écoute, ça tombe bien, Léo, parce que moi j'étais en train de me dire, j'ai rassemblé ça pour qu'on puisse faire, on va transvaser, on va se retrouver dans l'autre studio, mais juste avant ça, ce que je vous propose, c'est d'envoyer un petit générique. Si ce petit papotage vous avait mis l'eau à la bouche, vous pourriez avoir envie d'en savoir plus cette fois en termes de gameplay, en termes de règles, en termes de mécanismes, en termes d'atmosphère de jeu. Ça tombe bien, dans la Trick Track Télé, nous avons tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est juste après ce générique, de lancer les autres émissions et pourquoi pas peut-être de plonger avec nous dans l'ambiance glacée de Steam Watchers. Merci beaucoup, Léo. Merci Guillaume. Et avec nous, on se retrouve juste après le générique. Go!